Aujourd'hui, on s'attaque à une source qui est assez incroyable dans son concept. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On parle d'un livre qui s'appelle The Book, The Ultimate Guide to Rebuilding Civilization. Le titre dit tout en fait. C'est un manuel pour des survivants d'une apocalypse. Mais ce qui est fascinant, c'est que l'objectif n'est pas juste la survie au jour le jour. Exactement. C'est pas juste comment chasser un lapin ou trouver une grotte. L'idée est beaucoup plus ambitieuse. C'est un accélérateur de civilisation. L'idée, c'est comment on passe d'un âge sombre à une nouvelle renaissance, mais le plus vite possible. En évitant de tout réinventer pendant des siècles. C'est ça. Notre mission, donc, c'est de décortiquer ça, de voir quelles sont les connaissances fondamentales, les toutes premières étapes, et de découvrir l'ingéniosité qu'il faudrait pour tout remettre en marche. On va voir que c'est souvent contre-intuitif. Bon, alors, on commence par le début, le chaos total. Tout est détruit. C'est quoi la toute première priorité? Le feu, sans aucune hésitation. C'est ce que le livre martèle. Avant même l'eau ou un abri? Oui, avant tout. Et il ne perd pas de temps, il explique tout de suite la méthode de l'arc. Ah, la fameuse technique de friction. C'est ça, faire tourner un bâton très vite sur une planchette. Mais là où c'est fort, c'est la précision. Il dit utiliser des bois tendres comme le noyer, le cèdre. D'accord. Si on essaye avec du chêne, par exemple, on perd son temps et son énergie. C'est un savoir-faire très précis. C'est ça qui est frappant. Et il y a des astuces. J'ai lu ce passage sur la bûche-bougie. C'est génial. Ah oui, c'est une technique brillante pour économiser le combustible. On prend une bûche, on la fend en 4. Sans aller jusqu'au bout. Exactement. On met de l'amadou au milieu, on allume et le feu se consume de l'intérieur. Ça peut durer des heures. C'est une lampe et un radiateur en un. C'est le genre de savoir qui change tout. Une fois qu'on a le feu, j'imagine que la deuxième obsession, c'est l'eau. C'est la course contre la montre suivante, oui. Le livre est très direct. 7 jours sans boire et c'est terminé. Mais le risque, c'est aussi de boire de l'eau contaminée. Et ça peut être encore plus rapide. Donc la priorité, c'est la purification. Le guide propose un filtre tout simple. Gravier, sable et charbon de bois. Le charbon, c'est la clé, non? C'est ça. Sa structure poreuse piège énormément d'impuretés. Et j'ai lu un détail qui m'a semblé, mais complètement fou. Sous les tropiques, si on n'a pas de charbon, on peut utiliser de la peau de banane. C'est exact. Ça paraît dingue, mais c'est scientifiquement fondé. La peau de banane est très poreuse, elle peut absorber des métaux lourds, certaines bactéries. C'est incroyable. Bon, ce n'est pas aussi efficace qu'un filtre moderne, mais en situation de survie, C'est mieux que rien. D'accord. Donc l'eau est filtrée. Mais l'idéal, c'est de la faire bouillir. Sauf qu'on n'a plus de casserole. alors là, on retourne à la préhistoire. Le livre explique comment faire un récipient en écorce de bouleau. Qui est étanche? Étonnamment étanche, oui, mais on ne peut pas le mettre sur le feu. Non, ça brûlerait. La solution, c'est de chauffer des pierres à blanc dans le feu et de les plonger dans l'eau avec des pinces. Et ça fait bouillir l'eau. En quelques minutes, la chaleur des pierres est intense. Fallait y penser. Et même avant ça, il faut la trouver, cette eau. Oui, et le guide donne des indices. Il faut apprendre à lire la nature. Observer les insectes, par exemple. Et les fourmis et les abeilles. Elles ne s'installent jamais loin d'une source d'eau. Il y a aussi une autre technique fascinante avec un pot en argile. Ah oui. On le retourne sur le sol le soir. Si le matin à l'intérieur est couvert de condensation, de rosée, C'est qu'il y a de l'eau juste en dessous. et c'est là qu'il faut creuser son puits. D'accord, on a de quoi boire et se réchauffer. Mais la faim arrive vite. Et là, le risque d'empoisonnement, il est encore plus grand qu'avec l'eau, j'imagine. Immensément plus grand. C'est un vrai champ de mine. Une jolie baie peut vous tuer en quelques heures. Et donc, comment on fait? Le livre propose un protocole de test. Très, très prudent. Il l'appelle la règle des 5-15. Ça consiste en quoi? J'avoue que ça fait un peu peur. C'est une série d'étapes avec 15 minutes d'attente entre chaque. D'abord, on frotte la plante écrasée sur sa peau. Ok, Pas de réaction, on passe à une zone plus sensible, comme l'intérieur du coude. d'accord. Toujours rien, on la pose sur ses lèvres. Ensuite, on en mâche un tout petit bout sans avaler. Puis, on recrache. Et la dernière étape, c'est d'avaler une miette. C'est ça, une quantité minuscule. Et on attend. S'il n'y a aucune réaction, la plante est probablement comestible. C'est long, mais vital. C'est clair. Une fois qu'on a de la nourriture, il faut des outils. C'est le début de la technologie. Exactement. Et tout repart de la pierre. Le livre explique bien la différence entre le silex et l'obsidienne. Le silex, c'est pour la solidité. C'est ça. Robuste, durable, parfait pour une pointe de lance ou un couteau. L'obsidienne, ce verre volcanique, c'est autre chose. C'est plus fragile. Beaucoup plus, mais son tranchant est d'une finesse moléculaire. C'est littéralement plus fin qu'un scalpel chirurgical. Incroyable.
Et comment on passe de ce caillot taillé à une hache? Par l'assemblage, on façonne une pierre lourde, on fend une jeune branche solide, on y insère la tête de hache. Et on attache le tout très fort. Avec des lanières de cuir ou des tendons d'animaux, en séchant, ça se rétracte et ça serre l'ensemble de manière incroyablement solide. Et avec une hache, on peut construire un abri. Oui, et le livre insiste sur l'utilisation intelligente du terrain. Pourquoi construire 4 murs si on peut s'adosser à une colline? Économiser de l'énergie. Toujours. Mais l'exemple le plus bluffant de génie architectural, c'est la construction de l'igloo. J'ai toujours cru qu'on empilait juste des briques de neige. Non, c'est beaucoup plus subtil. On les pose en spirale. Chaque bloc s'appuie sur le précédent et celui d'en dessous. Ça crée un dôme très solide. Et le secret, c'est l'entrée. C'est ça, le vrai secret. C'est un tunnel qui passe sous le niveau du sol. L'air chaud reste piégé en haut. Et le CO2, plus lourd, s'évacue par le bas. Un piège à froid. Exactement. Et le plus fou, c'est que la chaleur des corps fait fondre une fine couche à l'intérieur qui regèle et rend l'igloo encore plus solide. C'est un concentré de physique. Bon, on a le feu, l'eau, la nourriture, un abri. La survie est assurée. Mais c'est là qu'un nouveau problème arrive. La maladie. Et c'est là que le livre bascule dans une autre dimension. On quitte la préhistoire pour entrer dans la science moderne. Le chapitre sur la médecine est ahurissant. Il commence simplement, avec les herbes. La racine de bardane pour la fièvre, le plantain sur les piqûres. Il est remède de grand-mère. Oui, mais avec un avertissement crucial, naturel ne veut pas dire sans danger. La ciguë est naturelle, en effet. Voilà. Mais ensuite, ça va beaucoup, beaucoup plus loin. J'ai lu le passage qui m'a complètement scotché. Il y a des instructions pour fabriquer de la pénicilline. C'est le plus grand saut technologique du livre. Mais de la pénicilline? On parle de gens qui viennent à peine de maîtriser le feu. Comment c'est juste envisageable? C'est un pari sur leur capacité à suivre un protocole scientifique. C'est décrit avec une précision clinique. D'abord, cultiver la bonne moisissure, la pénicillium bleu-vert. Qu'on trouve sur du pain ou un citron moisi. C'est ça. Ensuite, il faut préparer un bouillon de culture stérile, à base de pommes de terre, de sucre. Et on y met la moisissure. Et après une semaine, Des gouttes d'un liquide jaune apparaissent. C'est la pénicilline brute. et on l'injecte, comme ça. Ça me paraît terriblement risqué. Et ce serait une folie. Non, le guide propose un essai clinique rudimentaire. On prélève les expectorations d'un malade, on les met dans des bocaux. D'accord. Dans certains, on ajoute notre liquide jaune. Si la culture de bactéries est stoppée dans ces bocaux-là, alors le remède est probablement efficace. C'est la méthode scientifique avec les moyens du bord. Tout à fait. Je pensais que c'était le sommet, mais j'ai lu un passage encore plus fou, la chirurgie. Une appendicectomie. Oui, c'est l'étape d'après. Le livre donne des schémas d'outils à forger et un protocole étape par étape. Où inciser, comment ligaturer, C'est vertigineux. et il y a un détail qui montre le niveau de connaissance condensé ici. Pour les sutures internes, il recommande le catgut, Fabriqué avec des intestins de mouton. Pourquoi ça? parce qu'il est biorésorbable. Le corps le dissout naturellement. Pas besoin de rouvrir le patient pour enlever les points. Ça évite un risque d'infection énorme. C'est une connaissance médicale très pointue offerte à une civilisation qui repart de zéro. C'est incroyable. Et bien sûr, si la société grandit, si les gens se regroupent, un autre problème revient. Les épidémies. Et le livre l'anticipe aussi. Il décrit un équipement de protection qui nous semble très familier. Un masque? Des lunettes? Et même une canne d'1,50 m pour maintenir une distance de sécurité. C'est écrit noir sur blanc. Pas possible. Il explique aussi le concept de quarantaine, de 14 à 21 jours, et il pose la vaccination comme l'objectif ultime de santé publique. En y repensant, ce guide est un formidable hommage à l'ingéniosité humaine. Absolument. C'est un condensé de millénaires de savoir, de la taille du silex à la prévention des pandémies. Ça nous ramène à la philosophie du livre, en fait. Oui, il ne s'agit pas d'un fantasme de survie individualiste, c'est un projet de société. Le but est de raccourcir le prochain âge sombre. C'est un pari optimiste. C'est une bouteille à la mer pour le futur. C'est une belle image. Voilà une perspective puissante pour conclure. Et comme toujours, une dernière pensée à emporter. Ce guide couvre la physique, la chimie, la médecine. Mais si une société devait repartir de zéro avec uniquement ce savoir, quelles connaissances non essentielles à la survie, mais fondamentales à notre humanité, risqueraient d'être perdues? Je pense à l'art, à la philosophie, à la musique. Qu'est-ce qui ne serait pas jugé prioritaire par cette première génération et qui pourrait du coup disparaître pour toujours?